Bonjour, bonjour et bienvenue à ce café encore une fois avec nous. Bienvenue, c'est avec joie que je vous accueille aujourd'hui. Alors aujourd'hui, un petit café digestif après, ça sera très bien. J'irai pas faire la sieste. Il n'y a pas de rhum dans mon café. Bienvenue, je laisse à tout le monde nous rejoindre. Voilà, je vois que ça monte, je vois qu'elle est. Bonjour, bonjour à tout le monde. Alors, aujourd'hui, je ne serai pas tout seul. Aujourd'hui, je suis avec Franck. Voilà. Hello, Oh, elle bonjour. est jolie ta tasse. Oui, c'est Oh, Tetris. super, Des Tetris. fois, Ouais. des fois, faut arriver à mettre tout dans les mêmes cases pour que ça fasse un beau puzzle vraiment compact. Claire. Ah, est-ce que tout s'emboîte correctement? Bonjour à vous tous qui nous rejoignez. Alors, je regarde s'il y a des bonjours particuliers. Je ne sais pas de quel coin vous nous regardez. Ça serait intéressant que vous nous disiez un petit peu de quelle région vous nous regardez. Pour qu'on sache un peu comment vous êtes répartis sur l'ensemble du territoire ou à l'extérieur du territoire. Bah oui, je vois Lydie tous les jours avec le décalage horaire qui arrive Ah en oui, tous les jours, premier. oui, oui. Qui nous Elle suit de le dit. très loin. Il y a Coco aussi, Yannick. Enfin, je ne veux pas faire de jaloux, mais vraiment, c'est super de vous revoir tous les jours, même si on ne vous connaît pas personnellement. Maintenant, Ah, qui c'est qui m'a mis Portugal? Portugal, quelque chose qui est cher à mon cœur, je crois. Ouais, Portugal. Ah, mais je devrais y être. Là, je suis confiné en France, mais je devrais être confiné au Portugal normalement. Là, c'était prévu qu'il soit à cette époque de l'année. Ah, j'espère qu'il y fait beau et j'espère que ça se passe bien là-bas. J'irai, je pense, cet été. Ça va être des bonnes vacances. Alors, aujourd'hui, on n'a pas un thème très particulier. On va évoquer le travail au quotidien dans le cabinet, et puis des cas particuliers qu'on a pu croiser, rencontrer, ou des problématiques qui se sont posées à nous. Des fois, on est un peu comment je vais prendre ce truc-là? Il y a des fois, on n'est pas en forme et on manque un peu d'imagination. Et on oublie des fois que les choses sont simples. Voilà. On oublie que les choses sont simples, que c'est toujours la simplicité qui prime, et c'est compliqué dans notre tête. C'est souvent là que c'est compliqué, c'est dans notre tête. Et quand c'est compliqué dans notre tête, ben, c'est simple. Hein. C'est qu'on n'est pas avec notre sujet complètement. c'est bien ça le problème. Enfin, c'est au début, quoi. On a toujours envie d'appliquer un protocole, de faire quelque chose de compliqué, parce que on a l'impression que quand c'est compliqué, ça marche mieux. Mais en C'est pas fait, toujours le cas. pas du tout, vraiment pas du tout, hein. On a des basiques, ça on le voit quand il y a des thérapeutes qui nous appellent, parce qu'on reste en contact après formation et ils se font peur avant d'avoir les gens. Les gens, ils prennent un rendez-vous, ils expliquent où ils en sont, et puis c'est tout. Pas ce qu'ils veulent. Et là, le thérapeute, eh bien, ça commence à tourner, ça commence à tourner, ça commence à tourner. Et là, ça commence à se compliquer. Et qu'est-ce que je vais faire? Et qu'est-ce que je vais faire? Et qu'est-ce que je vais faire? Bah, d'abord, il faut déjà avoir quelqu'un en face de soi pour savoir ce qu'on va faire. C'est un peu la base, la première chose. Et puis, une chose, je vais peut-être prendre un peu d'avance, Philippe, mais bon, c'est s'installer et puis établir le rapport. Parce que comme tu le dis, la simplicité prime. Et Mmh. en installant le rapport, eh ben, c'est la base. Et là, nous, on rentre dans la carte du monde de la personne. Et on va avoir des informations d'une simplicité déconcertante parce que les gens, ils ont déjà quand même une partie de leur réponse parce que nous, de toute façon, on va rien faire à part aller peut-être mettre de la lumière sur leurs réponses qu'elles ont là, C'est ou clair. même s'entendre le reformuler elles-mêmes. Mmh. C'est clair. Une chose, j'ai oublié de vous donner, je devais vous donner le programme à vous tous, je devais vous donner le programme et j'ai zappé. Mais je suis pas superbement réveillé là. C'est comme, Franck, toi qui es en France, quel temps il fait en France?
Alors, en France, et moi, je suis en Bretagne aujourd'hui. J'ai vu Pauline, que je connais, qui est avec nous à Saint-Malo. Et là, aujourd'hui, il fait un peu gris quand même, hein. Autant hier, il a fait beau. Mais là, Un peu. ouais. Ah non, moi, à Londres, il fait bon. Là, à Londres, il fait bon. Toi, tu es confiné en France. Moi, je devrais être au Portugal. Je suis confiné en Angleterre, là. J'aimerais bien être confiné en France quand même. Parce que demain, a priori, demain, je crois que c'est demain, vous allez pouvoir apprendre des outils de speed hypnose ludique. Donc, s'il fait pas beau, c'est très, très bien. Parce que comme ça, vous pouvez pratiquer demain la speed hypnose ludique. C'est au programme de demain. J'ai oublié de vous donner le programme, je vous le donne. Je l'ai reperdu, c'est dommage. Voilà, demain, c'est speed hypnose ludique. Il faudra que je pense à le redire pour ceux qui seront en fin d'émission, qui arriveront plus tard. Après, on a un Power Shoot jeudi, donc du coaching jeudi. Vendredi, c'est la spirale dynamique. C'est moi qui vais vous parler de la spirale dynamique. Alors, je serai peut-être pas tout seul pour faire ça. On sera peut-être à plusieurs pour vous parler de la spirale dynamique, qui est un outil formidable d'identification des valeurs. Superbe. Samedi, on aura de l'analyse transactionnelle. Donc, ça sera, je pense, les scénarios de vie, quelque chose comme ça, autour de l'analyse transactionnelle. Après dimanche, On a envisagé un café déconfinement. ah, c'est vrai, un café déconfinement. Donc, on ne sait pas trop ce qu'on va y faire encore, mais on va vous faire quelque chose autour du déconfinement, un peu comme on avait fait au premier café, peut-être, je ne sais pas. Façon de vous dire à ceux qui vont reprendre à partir de lundi, qui ne pourront plus être avec nous à partir de lundi, façon de vous accompagner dans ce redémarrage. Et puis, on va se poser la question si on continue les cafés. Je pense qu'il y a des chances qu'on en continue certains. Ouais, grand soleil en Ariège, ça c'est beau. En Tunis, 33 degrés. Ah ouais, ça c'est excellent. Donc, peut-être la semaine prochaine, on continuera. On vous fera toujours de la speed hypnose le lundi. Et je parlerai avec vous des choses un peu. Oui. Si je peux me permettre, le lundi, c'est de l'auto-hypnose. Ah, l'auto-hypnose, pas de la speed. Oh là. Je vous dis, je suis en vrac aujourd'hui, je suis en vrac. Il ne sait plus où il se lève, où il Il se faut que je couche. dorme un peu de temps en temps, c'est bien. Donc, c'est l'auto-hypnose le lundi. On va continuer pendant peut-être jusqu'à début juin. Je ne sais pas. On va voir si vous nous suivez. On vous suivra. Voilà. Le vendredi, j'essaierai de vous rejoindre pour des paroles d'experts, pour des choses un peu plus fines, un peu plus pointues, sur des domaines un peu particuliers, sur un protocole, sur quelque chose, sur une approche, sur un concept, quelque chose à débattre ou découvrir des échanges avec des experts dans d'autres domaines. On va voir, mais le coaching, il y a des chances qu'on le continue un petit peu. Je sais que vous êtes très accrochés au coaching, très accrochés à cette approche un peu dynamique que vous font les filles le jeudi, là. Et puis, on va voir. On va peut-être vous proposer d'autres trucs aussi. Allez. Est-ce que ça vous ferait plaisir d'avoir, par exemple, une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, je ne sais pas, une réponse à des choses particulières, des problèmes particuliers que vous rencontrez en cabinet. Voilà, on vous donnera peut-être une adresse. Après le 11, il y en a qui suivent les cafés, ça fait plaisir. Voilà, je vous propose quelque chose, c'est que dans quelques semaines, on met en place qu'une fois par semaine, ou peut-être une fois tous les 15 jours, je ne sais pas encore, c'est à voir, on met en place une heure dans laquelle on va prendre certains de vos cas qui vous posent des problèmes, où vous ne savez pas trop quel axe prendre, et s'en servir sans nommer quoi que ce soit, et s'en servir comme exemple pour vous aider à développer votre pratique de cabinet. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est d'être au cœur de vos pratiques. Et on sera plusieurs à se relayer avec des expertises diverses. Et on prendra des cas, comme ça on sélectionnera quelques cas, 3, 4, 5 cas. Et dans cette heure, on débriefera sur l'approche qu'on peut avoir avec telle problématique ou telle problématique pour vous amener à vous conseiller. Alors, c'est pas de la co-vision, c'est pas de la supervision, mais ça n'est pas loin quand même. C'est dans l'esprit, voilà. Merci, ouais, je vois que plusieurs seraient contents.
Donc, ben, moi, c'est une idée qui me tient à cœur. Et si certains formateurs veulent faire partie de cette équipe qui va vous proposer cette approche-là, je vais leur en parler tout à l'heure. C'est une idée que j'ai eue juste à la volée, là, comme ça, vous voyez. Donc, voilà. Ben, sinon, on va parler un peu de nos pratiques et de choses simples, de choses que l'on fait, de choses surprenantes, de choses qui nous ont posé des problèmes aussi. On a des cas qui peuvent aller très très loin, c'est vrai. On verra. On ne veut pas vous faire peur non plus, hein, parce que les cas où Franck, moi, sommes confrontés sont quelquefois des cas très particuliers que vous ne rencontrerez certainement jamais en cabinet, mais qui sont anecdotiquement des illustrations de problèmes assez forts certaines fois, et d'autres fois assez simples. N'oublions pas une chose. C'est que nos problèmes sont liés à nos histoires. Voilà. Si j'ai des problèmes, c'est parce que j'ai un problème par rapport à mon histoire. Et mon histoire, c'est moi qui me la raconte. Ou c'est quelqu'un d'autre qui me la raconte. Ou c'est les autres qui me racontent mon histoire. Mais c'est chaque fois une histoire. Pourquoi les métaphores qu'on utilise sont si puissantes? Parce qu'elles racontent des histoires. Elles racontent des histoires sur nous ou sur d'autres. Et on aime tous écouter des contes. On aime tous entendre des histoires. On va voir des films, on regarde des films à la télé. Quand il n'y avait pas la télé, c'était les veillées autour desquelles on se raconte des histoires. On apprend par les histoires. Les enfants apprennent par les histoires qu'on leur raconte. Donc, les histoires, c'est le nœud fondamental de l'être humain. Et notre existence, notre passé, c'est l'histoire qu'on se raconte. On l'a vécu, certes, mais on n'en perçoit qu'une partie. On ne perçoit que la partie subjective à laquelle on s'adonne. D'autres personnes n'en percevront pas la même histoire. Et des fois, ouais. Et des fois, c'est d'autres qui nous racontent notre histoire. Et on s'accroche à cette histoire comme de manière identitaire. Donc cette identité, si c'est qu'un conte qu'on se raconte, ça veut dire qu'on a la puissance, avec nos outils thérapeutiques, de le changer. Et nous, comme thérapeutes, on est des conteurs, on est des raconteurs d'histoires. Donc, si on raconte des histoires, on doit, nous, s'immerger dans l'histoire de nos sujets. Et le jour où on se pose des questions techniques, des questions où on ne sait pas trop comment le prendre, et ça nous arrive à tous, hein, c'est parce qu'on n'écoute pas bien l'histoire de notre sujet. Et dans son histoire, souvent, il nous raconte toutes ces solutions, toutes les solutions qu'il a comme ressources à mettre en œuvre chez lui. Et donc, écoutons-le. Quand on se pose des cas compliqués, des fois on peut être surpris, on a le droit, mais c'est souvent qu'on n'a pas bien écouté l'histoire du sujet ou on n'est pas nous dans l'histoire du sujet, on est à l'extérieur de l'histoire du sujet. On n'est pas avec lui, on n'est pas dans le rapport, on n'est pas dans l'accompagnement pur. On est dans l'alliance thérapeutique, ça, on l'est toujours. Mais être dans le rapport, c'est une autre dimension, c'est une dimension plus profonde de ça. C'est je suis ton meilleur supporteur. Je suis toi et je ressens ce que tu ressens. Et cet échange interne me permet d'avoir de l'information supplémentaire et je vis ton histoire comme toi. Après, je n'ai pas de désir pour toi au sens, je ne veux pas que tu guérisses. Parce que j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous voulez que vos sujets guérissent? Si vous êtes des thérapeutes, des fois, vous pouvez commettre cette erreur, vouloir que votre sujet guérisse. Moi, je ne connais pas de sujet qui veut guérir. Je ne connais pas de sujet qui veut guérir, je ne connais que des sujets qui veulent aller mieux. Et l'erreur qu'on fait souvent en thérapie, c'est de vouloir que le sujet guérisse. Mais le sujet, s'il a développé un comportement, s'il a développé quelque chose, c'est qu'il veut garder quand même une parcelle de ça, sinon il se serait guéri lui-même. Donc il y a quelque chose à conserver dans ce qu'il vit, même si c'est souffrant, même si c'est douloureux, et c'est à nous de l'identifier. C'est à nous de l'identifier et de préserver cette part-là. Qu'est-ce qu'il y gagne à la situation? Il y a un petit quelque chose, peut-être 1%, peut-être 10%, peut-être 20%, de bénéfices secondaires dedans il faut lui conserver. Et on se fait reprocher souvent dans nos pratiques par les psychanalystes de dire ah oui, mais ça ne marche pas, regardez, ça revient. Non, ça ne revient pas. C'est que le thérapeute n'a pas été très, très performant et du coup, il n'a pas préservé le bénéfice secondaire. Quelqu'un qui a un blocage dans le dos, où il n'y a rien, il n'y a pas de physique, il y a du psychologique, mais
il gagne peut-être le fait que elle, si c'est une femme, que son mari va lui masser le dos le soir. Et ce bénéfice-là, ce rapport-là, ce lien à ça, c'est un bénéfice secondaire, même si la douleur est forte. Si vous enlevez, vous résolvez la chose et que ça, c'est pas préservé, ben, il va se développer autre chose parce que ça, c'est une perte. Donc, dans votre capacité de solution, vous devez inclure le bénéfice secondaire dans votre solution. Les sujets ne veulent pas guérir, les sujets veulent aller mieux. Et s'ils guérissent, ben, c'est encore mieux. Mais ce n'est pas une volonté que vous devez avoir. Si nous, on projette cette volonté, ben, on commet cette erreur-là. On commet l'erreur de vouloir quelque chose pour lui. Nous devons être une page blanche, pas de volonté. Oui, Franck, tu voulais intervenir. Non, je voulais dire que de toute façon, ça passe pas, quoi. Si on fait du forcing de ce point de vue-là, ça passe pas. Il y a aucune chance que ça passe. On va peut-être même se retrouver dans le conseil. Et là, ça sera la pire des choses. Donc, ouais. Parce que les gens, ils ont vraiment, ils nous le disent en fait. Quelquefois, il y a même juste à reformuler ou à même réutiliser exactement la même phrase en disant juste, ben, vous m'avez dit ça, et la personne, elle dit, mais vous êtes génial, vous êtes génial, c'est génial ce que vous venez de dire, c'est elle qui me le dit. Et il y a juste à être là, et puis, enfin moi, c'est ce que je dis souvent, il y a à être là dans l'accompagnement, être dans le rapport, et puis vraiment rentrer en connexion avec la personne, parce que en fait, à quel moment de la vie d'une personne, elle a quelqu'un qui est avec elle, qui fait tous ses efforts pour être dans le rapport, qui fait tous ses efforts pour la comprendre, pour l'écouter, pour reformuler, pour lui faire comprendre qu'elle a bien compris. À quel moment de sa vie ça se passe comme ça? C'est extrêmement rare. C'est pour ça que c'est vraiment un moment particulier dans ce qu'on fait en thérapie brève, parce que c'est vraiment un moment exceptionnel où il y a vraiment quelqu'un qui est là et qui a un interlocuteur qui le comprend sans le comprendre, mais qui est un petit peu son miroir. Et là, elle se sent vraiment à l'aise avec. Et puis, elle va se faire confiance en faisant confiance à la personne en face, quoi. C'est ça, moi je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment un moment de vie, quoi. Ce n'est pas le thérapeute qui a du génie. Le thérapeute, il doit avoir de la compétence, pas du génie. Je suis d'accord avec toi, Franck. C'est le sujet qui a du génie. Les ressources sont dans le sujet. C'est le sujet qui se guérit. Nous, on est des accompagnants, des guides, c'est tout. On est une rampe. Et notre compétence, c'est d'être une bonne rampe. Quelqu'un me dit, je vois, est-ce que le symptôme disparaît s'il y a... Alors, est-ce que le symptôme disparaît si le bénéfice secondaire n'est plus? La notion de symptôme est une notion qui ne nous appartient pas. Pour nous, il n'y a pas de symptôme. Ce n'est pas un symptôme. C'est un comportement, c'est quelque chose. Mais la notion de symptôme vient plus de la psychanalyse ou d'autres choses. Pour nous, il n'y a pas de symptôme. Il y a des faits, des comportements, il y a des comment. Comment tu fais pour faire cela? Pas pourquoi tu le fais. Pourquoi tu le fais n'est pas une solution. Donc, l'idée, c'est, pour nous, il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de surface dans la chose. Il y a quelque chose qui s'exprime, on résout la chose qui s'exprime en prenant en considération ce qu'elle y gagne. Parce que dans tout comportement négatif de la personne, dans toute chose douloureuse qu'elle vit, elle en serait sortie toute seule si elle n'y gagnait pas quelque chose. Donc, identifier le bénéfice auxiliaire. Si ce bénéfice auxiliaire est identifié, à ce moment-là, vous pouvez inclure dans la solution que le sujet va émettre qui y gagne ça. Et de toute façon, alors ça va disparaître, hein, même si c'est pas pris en compte, ça va disparaître pendant quelque temps, et puis il y aura une résurgence sous une autre forme. C'est plus mal au dos, ça sera mal à la jambe. Ça sera autre chose qui se produira, qui s'exprimera différemment pour regagner la chose qui a été perdue. Mais c'est pas un symptôme. La notion de symptôme n'appartient pas aux thérapies brèves. Il y a quelque chose qui se passe quand ça se passe, et c'est ça. Il n'y a pas de notion de profondeur non plus. Pour nous, par exemple, en thérapie brève, le passé n'existe pas. Le passé, c'est l'histoire qu'on se raconte. Alors, émotionnellement, il nous a impactés. Et c'est
notre mémoire émotionnelle qui nous raconte ça. Donc, pour nous, le passé, disons que le plus gros de notre travail, bien souvent, et ça en systémie, hein, c'est de faire en sorte que le sujet ne se focalise plus sur son passé, arrête de faire exister le traumatisme. Parce que le traumatisme, c'est sa mémoire qui le fait exister, c'est lui. Parce qu'il tourne en boucle dans sa tête. Voilà, il est là le traumatisme. Il est dans sa tête, il tourne en boucle. Et il est vivant, il est existant. Si demain il prend un choc sur la tête et si il est amnésique, ben, il n'y a plus de traumatisme. Donc, c'est le fait d'être focalisé et de faire exister ce traumatisme à aujourd'hui, parce qu'il a eu lieu, effectivement, mais il a eu lieu à une époque du passé. Et le passé, c'est le passé. Il est derrière nous, on ne peut pas remonter le temps. Notre seul moyen de remonter le temps, c'est de le faire tourner en boucle, le temps, dans la tête, là. Et notre travail, en thérapie brève en systémie notamment, c'est de défocaliser le sujet de son passé pour lui ouvrir des champs sur autre chose. Ou alors, de savoir tirer des ressources de ça. Et des fois, ça demande beaucoup d'énergie pour faire vivre le passé et pour faire vivre le traumatisme. Énormément, énormément. De toute une journée, de toute une vie. Énormément. Et des fois, c'est très, très compliqué. Et puis, quelqu'un qui s'identifie identitairement à un trauma, je ne suis pas mon trauma, je l'ai vécu. Mais je ne suis pas mon trauma, ce n'est pas mon identité. Si je construis mon identité, il faut d'abord le déconnecter de l'identité. Et c'est tout un travail de déconnecter ça de l'identité. Et on pourra travailler qu'une fois qu'on aura déconnecté ça de l'identité. Je ne suis pas mon passé, je suis l'histoire que je me raconte sur mon passé. Et changer cette histoire-là, pour certains, c'est douloureux. Et donc, il faut amener à pouvoir la modifier, à lui donner du pouvoir dessus. Parce que si vous la racontez, c'est que vous avez du pouvoir dessus. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que les sujets ont tellement de ressources en eux. Si vous êtes capable de vous raconter une histoire, c'est que vous avez du pouvoir sur cette histoire-là. Et c'est fabuleux. Le thérapeute, c'est pas un garagiste, c'est juste un accompagnant. Sans compter que beaucoup de gens se racontent intellectuellement l'histoire, se racontent un traumatisme, mais que quelquefois on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a pas d'impact émotionnel avec le traumatisme qui se raconte. C'est deux choses qui sont distinctes. C'est quelque chose auquel ils veulent croire, mais en fait, émotionnellement, eh ben, ça ne leur fait rien. Et ça aussi, c'est une curiosité, quoi. Oui. Alors, des fois, nous, on se complique la vie. Nous, comme thérapeutes, on a des cas, des fois, où on se dit, mais c'est terrible, ça. Comment je vais faire là? Je cherche une solution compliquée. Je me rappelle d'un cas, un cas simple. Hein, un cas simple. Les cas sont souvent simples, mais c'est nous qui nous compliquons la tête. J'ai une chef d'entreprise que je suis depuis un moment en thérapie personnelle, pas pour le développement de son entreprise, que je suivais, c'était il y a quelques années. Et à l'époque où je consultais en France, où j'avais un cabinet en France, et on avait travaillé sur pas mal de choses, et puis un jour, elle arrive et elle me dit, mais c'est terrible, tu sais, c'est terrible. Il y a un truc, c'est qu'avec mes équipes, avec les gens que je dirige qui sont ultra compétents, je ne peux pas m'empêcher de me mettre en colère à la moindre anicroche. À la moindre chose qui dérape, je ne peux pas m'empêcher de me mettre en colère. Là, et c'est pas, je veux dire, ça serait un cas ponctuel à résoudre, facile à résoudre si c'est un cas ponctuel, mais c'est pas le cas. C'est fréquent chez elle. C'est fréquent et des fois des situations qui ont rien à voir les unes avec l'autre. Elle peut être agacée ou un truc comme ça et du coup, la moindre anicroche quelque part, le moindre truc qui n'a pas été fait à temps, ou ça, et elle pète les plombs, et elle dit, pourtant, ils sont super compétents, je ne devrais pas avoir ce comportement-là, qui est un mauvais comportement. Comment je peux le changer? Et là, je ne devais pas être bien en forme ce jour-là. Je gamberge, et j'arrive pas à trouver le bon axe pour faire. Bon, je dis, écoute, je retiens ça, on va voir ça à notre prochaine séance. On avait d'autres choses à travailler, on travaillait sur les autres choses. Et là, j'étais plus en forme la séance d'après. Elle me dit, tu sais, la dernière fois, je t'ai dit, je voudrais bien qu'on fasse, qu'on résolve ça, parce que ça me pose vraiment problème. Et là, je dis, bon, c'est facile, tiens. Je revenais du Canada, justement, cette semaine-là. Je sors de ma poche une pièce canadienne, je la lui donne et je dis, bah, tu vois, c'est simple. Chaque fois que tu sens que ça monte,
Tu sors la pièce que tu as dans ta poche, que je viens de te donner. Tu l'auras toujours avec toi. Tu la sors, tu tires à pile ou face. Pile, tu as le droit, tu te mets en colère. Face, tu te contrôles. Et tu ne te mets pas en colère. Donc, vous voyez, une technique super simple, et c'était pas compliqué à faire. Je l'ai revue 2-3 ans après pour d'autres choses. Elle ne s'est jamais plus mise en colère. Et elle n'a jamais sorti la pièce de sa poche. Parce que le fait de sentir l'émotion et de se rappeler qu'elle a la pièce dans la poche, c'était largement suffisant pour casser le schéma. Des techniques simples, des techniques super simples, quand on a l'esprit clair, parce que la première fois, j'avais pas l'esprit assez clair pour ça, j'étais focalisé sur d'autres problèmes, je pense, à travailler avec elle, d'autres ressources à trouver. Donc ça, c'est des techniques des fois super simples qui sont les plus efficaces. Alors, il n'y a pas que des techniques simples, hein, c'est clair, mais super simples. Vous avez beaucoup en cabinet de gens qui font du travail sur le poids ou sur le tabac. Alors moi, c'est pas du tout ma spécialité. C'est pas. On a chacun nos spécialités. Moi, je suis plus sur d'autres types de problématiques. Et ça se fait par hasard les spécialités qu'on a. Hein. C'est à force que les gens viennent vous consulter. Moi, je suis beaucoup plus axé sur les traumas, sur l'hyperanxiété chronique, sur des choses comme ça. J'ai dû faire perte de poids, c'est pas mon truc, j'en ai jamais fait, je crois. Et l'arrêt du tabac, j'ai dû en faire 1 ou 2 au tout début, mais c'est pas quelque chose qui m'a passionné, puis ça s'est fait comme ça. Je me suis fait une clientèle dans une autre. Mais Franck, par contre, quelquefois, c'est super simple. Hein. En fait, c'est super simple, c'est les gens qui donnent la réponse, hein, comme d'habitude. Hein. Moi, j'ai 2 anecdotes sur le poids qui sont énormes. J'ai ma séance après le déjeuner. Le midi, je déjeune très peu. Je me cantonne à 300, 400 calories. Enfin, ça suffit largement pour aller jusqu'à 18 heures sans que j'ai envie de me reposer. Et donc, bonjour monsieur. Et là, je m'installe et je ne sais pour quelle raison je discute du repas. Je dis non, moi je mange pas beaucoup parce qu'en fait, comme disait ma grand-mère, un homme qui a un petit peu faim travaille mieux. Et là, le gars se met en furie et il me dit, mais non, c'est les pauvres qui ont faim. Il s'énerve, la séance s'est quasiment arrêtée là. Cassage de croyances énorme. Je le recroise 6 mois plus tard. Enfin, je recroise un monsieur qui flottait dans ses vêtements. Je me dis, tiens, c'est bizarre, ce monsieur flotte dans ses vêtements. Il me dit, bonjour, c'est moi. Bonjour, c'est moi, oui. Bon, je fais d'accord. Mais bon, à un moment, j'en peux plus. Je lui demande, mais il me dit, vous vous rappelez pas, la séance, eh ben, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis mis à fondre. Et là, je lui ai fait remarquer que ses vêtements sont un petit peu grands. Il dit, ah ben oui, vous croyez, pourtant j'ai perdu 20 kilos. Alors là, donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être très, très simple. C'est les gens qui ont vraiment leur réponse. Et puis, un deuxième exemple, qui était aussi court que celui-là, c'est une dame qui vient, qui est un peu forte, quoi. Il y avait 25 kilos selon elle, à se séparer. Et puis, je lui demande simplement, ça sert à quoi en fait? Ça sert à quoi? Je montre ça parce qu'en fait, après, elle me dit, ah, c'est pour mettre mes enfants sur ma poitrine. Je dis, ok, je demande l'âge des enfants, 22 et 23 ans. Et là, au moment où elle dit cette phrase, et là, il se passe quelque chose et elle se met à pleurer. Bon, après, on a fait quelque chose de détente. Rien que de ça, hein, pas quelque chose de particulier. Sur le poids, c'était déjà fait, en fait. Elle venait de se faire sa séance. Elle venait de se le faire. Et bon, elle avait besoin d'être accompagnée, d'être là pour diriger, pour aller appuyer sur le petit bouton. Parce qu'en fait, bon, après, il y a une petite métaphore concernant les thérapies brèves qui est amusante avec ça. Et pareil, je l'ai retrouvée 8 mois plus tard. Je ne l'ai pas reconnue. Elle avait changé de style, c'était 25 kilos, hein, je ne l'ai pas reconnue du tout. Après, pour le tabac, alors le tabac, c'est un petit peu particulier parce que se cache-t-il? C'est la première demande. Alors,
on s'aperçoit souvent que la première demande, c'est un peu bidon, la deuxième, c'est un peu pipeau, la troisième, on commence à s'avancer, et puis la quatrième, cinquième, c'est là où ça commence à travailler. Et je me rappelle une fois avoir fait simplement une dissociation conscient-inconscient, et j'étais parti là-dessus pour le tabac. Et au moment où les mains se touchent, la dame se met à pleurer. Et puis elle dit, le tabac, je crois pas, hein. Mais alors, pour le reste, c'est énorme. C'est pas des séances qui durent longtemps, ça dure des fois 15 minutes, 20 minutes. Et là, cette dame-là, elle m'a rappelé après pour me dire que sa vie avait changé. Alors, moi, je ne sais pas trop de quelle façon et qu'est-ce que j'ai fait pour ça, hein. Mais en fait, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un grand changement et que c'était le moment et que c'était à cet endroit-là que ça devait se passer de cette façon-là. Une petite dernière, Philippe, pour corroborer ce que tu as dit précédemment sur les choses simples, en fait. Une petite dernière concernant les acouphènes, parce que je sais qu'on nous pose souvent des questions sur les acouphènes. Donc un monsieur vient, il a des acouphènes, bon, pas de problématique chirurgicale, enfin bon. Donc je me dis, bon, je vais attaquer avec des sous-modalités. Et puis, je rame un peu normalement, 5-10 minutes, ça c'est réglé, quoi. Et là, je vois bien que ça bloque, là. Et puis bon, d'accord, je rediscute avec la personne. Non, mais il me dit quand même, elles me disent, et puis en fait, il en a fait vraiment des amis, quoi. Ok, je dis, allez, banco, c'est une partie de lui. On va les discuter avec. Et puis, ils discutent avec ses acouphènes, de quoi elles ont besoin, qu'est-ce qu'elles veulent, de lui. Enfin, vraiment un discours, et ils se mettent d'accord. Ces parties-là, elles se mettent d'accord. Elles se mettent d'accord sur le fait que, puisqu'elles sont puissantes, qu'elles sont fortes, qu'elles sont toujours là, on peut leur faire confiance. Eh ben, qu'elles soient là, et en contrepartie, si elles pouvaient être silencieuses, ça serait pas plus mal. Ouais, elles sont d'accord. Le monsieur, fin de séance, il dit, écoutez, moi, c'est génial parce que maintenant, mes acouphènes sont silencieuses. Mais en même temps, je suis sûr qu'elles sont là, hein. Mais qu'elles soient silencieuses, là, maintenant, je vais pouvoir avoir ma vie pour moi. Ah, je dis, OK, énorme. Et les gens se font leur travail eux-mêmes. Oui. Je vois des commentaires. Ça se passe quand le client est prêt au changement. Oui, parce que le changement, c'est instantané, c'est ça. Le changement, c'est un clic, c'est passé, c'est instantané, c'est une fraction de seconde de changement. Le gros du travail, c'est le chemin qui mène au changement. C'est pas de changer qui est compliqué. Changer, c'est jamais compliqué. C'est une permanence dans la vie. On change en permanence. La seule constante, les deux constantes qu'on a dans la vie, c'est le fait qu'on va mourir et le fait qu'on change tout le temps. Voilà. Mais le changement fait peur. Je ne sais pas pourquoi. La mort fait peur. C'est une permanence pourtant. Et le changement fait peur. On a peur de changer alors que c'est un invariant. C'est quelque chose qui sera une permanence dans votre vie, c'est de changer. Donc, est-ce que vous permettez aux autres d'avoir du pouvoir sur vous et de vous changer, ou est-ce que vous qui choisissez de changer? Il vaut mieux que ce soit nous qui choisissons de changer. Enfin, moi, il me semble. Chacun peut être libre de ce côté-là. On peut être un fétu de paille balayé par le vent et comme un buisson. Vous savez, dans les films de western, on voit des buissons qui traversent la route comme ça. Là, c'est le vent qui décide pour eux. Moi, je préfère être plus ancré et décider pour moi, mais j'ai peut-être pas raison. On ne sait jamais. Je vois aussi, le traumatisme crée une dissociation. Non, le traumatisme ne crée pas une dissociation. La dissociation est une conséquence du traumatisme et une conséquence saine. C'est l'individu qui va se dissocier pour supporter la douleur du traumatisme. Donc, c'est pas le traumatisme qui crée la dissociation. La dissociation est un mécanisme de défense pour supporter la douleur. Et c'est un mécanisme qu'on utilise. La meilleure des techniques qu'on utilise, je connais quelques techniques, il n'y a pas beaucoup de techniques qui travaillent sur les traumas. Il y a des techniques oculaires qui sont efficientes sur les traumas, mais pas les plus performantes. Malheureusement, c'est des techniques où on est obligé souvent d'induire, de mettre le sujet à revivre le trauma pour pouvoir annuler le trauma. Non, la technique la plus performante, c'est justement une technique dissociative, la double dissociation, PNL, qui est là. C'est en une séance, vous réduisez le trauma considérablement, voir si vous êtes expérimenté, si vous savez bien toutes les astuces autour de cette façon de travailler. Vous amenez un trauma qui est à 10 à 0 en une séance. Une grosse séance, ça peut être une séance quand même d'1 heure, 1 heure et demie, consacrée à ça, où le sujet n'a aucune douleur
et où le praticien, par contre, transpire beaucoup. C'est lui qui va avoir énormément de travail. C'est lui qui devra être ultra concentré, ultra précis dans ce qu'il fait. Mais c'est un outil phénoménal, c'est un outil merveilleux et qui utilise effectivement la dissociation, parce que la dissociation, c'est la façon de se protéger, la façon de désamorcer un traumatisme. Alors, ça ne suffit pas en soi, la dissociation, mais c'est le chemin majeur qui mène justement à se séparer du traumatisme et à guérir le traumatisme. Après, je regarde quelques questions qu'on pourrait avoir. Le changement est l'inconnu, par exemple, d'un point A à un point B, mais c'est aussi un peu notre travail d'emmener vers le point B et de voir si, enfin, dans les cafés, vous l'avez vu, on travaille dans le passé, on travaille dans le futur. Même on peut changer le futur à partir du passé aussi. Là. Et donc, notre travail, c'est aussi de faire voir un futur qui soit tout à fait correct. Et donc, pour aller d'un point A à un point B, quand on fait voir le passé ou quand on fait vivre le passé ou le ressentir, eh ben, déjà, la personne a du choix parce que notre travail, c'est de donner du choix. Aujourd'hui, elle est dans un point A, elle n'a pas le choix, c'est de pouvoir lui donner la possibilité d'avoir un point B et puis d'autres points de chute. Et après, c'est elle qui fait le choix de savoir vers où elle va, vers quel inconnu connu, en fait, elle va. Oui. Une précision que j'aurais à apporter, c'est la notion d'écologie. La notion d'écologie, alors, la notion d'écologie, c'est une notion PNL, hein, c'est une notion qui intervient dans la PNL. Je vais différencier deux choses. Un outil qui est pour moi l'outil royal, l'outil le plus performant qui soit. J'adore la systémie, je suis fou d'hypnose, mais l'outil, la colonne vertébrale de tout, l'outil le plus puissant qui soit au monde, pour moi, c'est la PNL. La PNL inclut l'hypnose dans son sein, mais va beaucoup plus loin que ne va l'hypnose. L'hypnose a un champ qui est magnifique, qui est créatif, qui est merveilleux, mais qui, comparé à la PNL, est beaucoup plus limité. Alors, je ne parle pas de coaching. Le coaching, c'est une utilisation d'outils, notamment d'outils PNL, peut-être à 70%, et d'autres outils. Mais la PNL à l'état pur, c'est-à-dire la modélisation de thérapeute de génie, qui est la PNL, est l'outil le plus puissant qui soit. Il n'y a pas... Si je dois travailler sur des traumas, c'est en PNL que je les travaillerai, parce que je sais qu'en une séance, je les aurai. Je peux le travailler en hypnose, et des fois, ça peut marcher en une séance. D'autres fois, il m'en faudra plus. C'est pas assez efficace pour les traumas, pour moi, l'hypnose. Par contre, si je veux un changement de comportement, à ce moment-là, ça sera, voilà, un changement de comportement, ça sera l'hypnose qui sera plus efficiente. Une acquisition de nouveaux comportements, non, par contre, ça sera la PNL qui sera plus efficiente. Mais un changement de comportement dans une gamme de comportements qu'a déjà le sujet, c'est l'hypnose qui est l'outil le plus efficient dans le domaine. Pour une acquisition de nouveaux comportements, ça sera la PNL. La PNL, c'est un outil qui est à peu près 100 fois plus puissant que l'hypnose. C'est un outil qui inclut l'hypnose dans son sein, mais qui inclut bien d'autres approches dedans. Et donc, moi, c'est mon outil qui me tient le plus à cœur, c'est celui-là. Alors, souvent, on voit des formations en hypnose qui sont en réalité de la PNL. C'est des outils de PNL. Nous, on a plutôt choisi de faire la PNL d'un côté, en pur sucre, et de faire de l'hypnose, mais avec des outils d'hypnose. Plus qu'avec pas que des métaphores, mais des protocoles, des choses. Un éclaircissement que je voudrais apporter aussi dans le travail sur l'hypnose, parce que je vois beaucoup de gens qui disent « Ah, mais moi, je ne travaille qu'avec des métaphores. » Ben, c'est se limiter. C'est se limiter. La métaphore est un outil puissant, ultra efficace, mais c'est se limiter, parce qu'on a aussi des procédures qu'on appelle des protocoles, et les protocoles, c'est des bonnes choses. Alors, à l'origine, un protocole, c'est un outil de pédagogie, c'est un outil d'enseignement. Ce qui fait que un praticien, s'il sort, s'il maîtrise les protocoles, s'il suit les protocoles, il aura des résultats, et des résultats qui seront tout à fait corrects. Il aura peut-être, je sais pas, 60% de résultats, 70% de résultats. Un maître praticien, par contre, l'idée, c'est qu'il n'utilise pas de protocole puisque c'est un outil de pédagogie. Donc, c'est bien pour apprendre. Mais après, c'est être avec son client. C'est développer une capacité d'accompagnement.
Alors, les protocoles, ça sert à standardiser les choses, que tout le monde ait des résultats quand il l'utilise. Après, le génie, il vient dans l'abandon des protocoles. On ne déroule pas des protocoles, on est avec un être humain à côté de nous. Donc, accompagnons cet être humain avec la compréhension fine de nos outils. Mais ça, c'est un autre niveau. Ça dépend après. Tout le monde ne peut ne pas vouloir aller à ce niveau-là et rester efficace à son niveau d'origine. Il n'y a pas de bien, de mal. Il y a des gens qui utilisent des protocoles et c'est une bonne chose. Et il y a des gens qui sont plus experts dans leur domaine, qui vont plus loin, qui dépassent les protocoles pour aller vers un autre type d'accompagnement. Et il en faut aussi. Mais cela, peut-être, on ne peut pas en avoir à tous les coins de rue. Alors que pouvoir avoir des hypnothérapeutes de manière plus répandue qui utilisent des protocoles et qui aideront les gens et qui apporteront du bien autour d'eux, je trouve ça magnifique, moi. Bah, on a connu de nos élèves qui se sont lancés et qui ont très bien réussi avec un praticien en hypnose. Dès qu'ils ne savaient pas, ils envoyaient à un autre collaborateur. J'en connais même un qui s'était mis en face à face. Il y en a un qui faisait la PNL, l'hypnose. Bon, eh ben, il tournait très très bien. Ils restaient dans leur domaine d'action. Et nous, ce qu'on recommande dans l'école, c'est 2 outils au niveau praticien et de la psychopathologie. Vous n'allez pas devenir des psychopathologues. Ce n'est pas le but d'être des psychopathologues, mais d'avoir les notions suffisantes de psychopathologie pour dire « Oh là, ça, ce n'est pas de mon champ de compétences. Ça, je vous donne la carte d'un excellent accompagnateur qui, lui, sera ou psychologue ou psychiatre et pourra vous apporter à ce moment-là. » Moi, la première limite pour le praticien, c'est savoir où est son champ de compétences. Qu'est-ce qu'il a acquis, comme on dit? Ne pas sortir de son champ de compétences et se mettre en danger, c'est mettre l'autre en danger surtout. Vous pouvez vous mettre en danger et mettre l'autre en danger. Donc, faire attention à ça. Après, on est toujours confronté à des cas bizarres ou des cas. J'ai vu quelqu'un qui me disait. Ouais, non, par exemple. Ouais. Il y a quelqu'un qui me disait là, on n'est que des croyances. Oui, on n'est que des croyances. C'est très vrai. On est des histoires qu'on se raconte et la façon dont on croit à ces histoires. Et tout est croyance. Et si je crois que ça ne va pas marcher, pourquoi ça ne marcherait pas, même si je crois que ça ne va pas marcher? Ça peut. Je me rappelle, ça c'est en formation, c'est pas un cabinet, mais un jour je faisais un cours, je crois que c'était un systémique, un truc comme ça. Puis j'avais une psyclinicienne qui était là et je la vois tous les jours avec sa bouteille de Coca-Cola d'1,5 litre à côté. Et un jour je lui dis, mais je te vois tous les jours boire 1,5 litre de Coca. T'aimes le Coca, toi, a priori? Elle dit, ah oui, je peux pas m'en passer, c'est une addiction. Je bois au minimum 1,5 litre de Coca par jour. Je dis, bon, si tu veux, je peux. Ça te dit, hein, t'es pas obligé, le Coca, moi, je l'aime aussi. Hein. Ben, si tu veux, je te fais passer cette addiction-là en 5 minutes. Et elle me dit, non, c'est pas possible, c'est impossible, ça fait 20 ans que je fais ça, c'est impossible. Je dis, bah, écoutez, si ça te dit, on fait l'expérience. Elle me dit, ouais, je veux bien me prêter à l'expérience, mais c'est impossible que tu y arrives. Hein. Donc, le sujet peut ne pas croire que vous y arrivez. Je fais ma technique, qui s'appelle un emphasing. Ça dure, 5-6 minutes, quelque chose comme ça. C'est assez rapide. La technique est assez strong quand même, assez violente, puisqu'on amène le sujet jusqu'à la limite du vomissement. Hein. Symboliquement, hein, on fait rien, hein, on fait que parler, nous. Hein. Non, si le sujet vomit, c'est sale, parce qu'après, il faut nettoyer. C'est pas clean. C'est pas clean. Donc, à la limite du vomissement, ça monte, et quand ils sont là, vous arrêtez, parce que sinon, après, c'est pas terrible. Et je lui dis maintenant, sers-toi un verre de coca. Et pour une fois, d'habitude, je le fais avec le produit virtuel. J'ai pas de produit. Là, j'avais le produit, donc on l'a fait avec le produit. Elle se remplit un verre de coca, elle essaie de le boire, et quand elle arrive là, pas moyen. Le lendemain, je la revois. Et je lui dis, alors le coca? Elle dit, ah non, je suis à l'eau là. Là, je suis à l'eau là. Je peux pas. Même rien que d'en parler, je peux pas. Et ça dure en général, cette technique, ça dure 1 an, 1 an et demi à peu près, pendant lequel, après, le sujet peut reboire. Si on le fait vomir, il risque de plus avoir le choix et de plus en boire de sa vie, ça serait dommage. Il faut laisser du choix. Nous, notre travail, c'est de proposer du choix. Jamais de faire des trucs définitifs. Parce que si on fait un truc définitif, si j'interdis le coca définitif, c'est facile à faire, on peut le faire. Mais c'est pas donner du choix.
C'est lui permettre d'avoir une période pendant laquelle elle peut se passer du produit, voir qu'elle peut s'en passer, puis après, à un moment, arriver avec du choix. Pareil, des fois, on fait des choses comme ça. J'ai un sujet qui me demande de ne pas manger de frites. Et lui, dès qu'il voit des frites, il faut qu'il en mange. Moi, je ne sais pas comment on fait. À l'époque, surtout, maintenant, j'aurais plein de techniques, mais à l'époque, surtout, je ne savais pas comment on faisait pour empêcher de manger des frites. Donc, je me dis, je comprends. Alors, c'est ça qui est important de dépasser les protocoles pour comprendre qu'est-ce qui se fait derrière. Du coup, je me dis, tiens, l'annulation d'encre, c'est quelque chose pour les frites qui serait génial. Je lui mets sur un genou le goût des frites, et j'ancre le goût des frites, et sur l'autre genou, j'ancre un autre aliment qu'il n'aime pas, sauf qu'il aime tout. C'est embêté. Et il se rappelle que il y a un truc qu'il déteste, c'est qu'il a été aide-soignant à un moment, et du coup, il déteste l'odeur des couches des vieux. Donc, du coup, j'y mets l'odeur des couches des vieux. Et je fais mon annulation d'encre avec ça. C'est horrible, je sais. Et du coup, instantanément, un transfert de sous-modalité, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe derrière les protocoles. C'est plus important que le protocole lui-même. Quand vous avez les leviers, vous pouvez être libre dans votre imaginaire et bien comprendre ce qui se passe. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir un seul outil, il faut avoir toujours plein d'outils parce qu'on a toujours la limite de l'outil qu'on utilise. Et pour aller au-delà, il faut sortir de son champ de compétences. Ce n'est pas le cas. Si on comprend les leviers, on peut aller plus loin. Et de ce jour-là, pendant 1 an et demi, il n'a plus mangé de frites, et encore à l'époque où je l'ai revu 3 ans après, il a mangé très rarement. Parce qu'il y avait ce rejet qui était présent. Mais pendant longtemps, les frites avaient carrément l'odeur des couches des vieux, quoi. C'était horrible. Mais ça s'utilise aussi à la maison, hein. Un jour, mon fils arrive et me dit, il n'aime pas l'ananas. J'ai un fils qui est gourmet, qui est un vrai gourmet, qui est capable de goûter un plat et de vous décortiquer tout ce que contient le plat, et il n'aime pas l'ananas. Et il arrive, il me dit, papa, il faut que tu me fasses aimer l'ananas. Je dis, non, tu as le droit de ne pas aimer l'ananas. Mais tu as le droit, et c'est bien que tu n'aimes pas des choses aussi. Je dis, oui, mais je vois, mais il est très épicurien quand même. Je vois mes frères qui, eux, se régalent avec l'ananas. Il y en a pour dessert, là, et moi, j'aime pas ça. Ça ne me plaît pas de ne pas me régaler. Donc, du coup, j'ai pris un quart d'heure de réflexion quand même pour le laisser réfléchir là-dessus. Puis il a insisté, donc je l'ai fait. J'ai fait une annulation d'encre pour lui faire aimer l'ananas. Et 5 minutes après, ou 10 minutes après, le temps de l'annulation, ça y est, il aimait l'ananas. Et ça tient encore à aujourd'hui. Il adore l'ananas aujourd'hui. J'ai pris, pas un autre goût, je n'ai pas substitué le goût de l'ananas avec autre chose, mais c'est un transfert de sous-modalité. Quand vous comprenez ce qu'est un transfert de sous-modalité, j'ai pris le bonheur qu'il avait à manger des fraises. Pas le goût des fraises, le bonheur qu'il avait à manger le goût des fraises. Et je l'ai transféré sur l'ananas. Et ça a fonctionné dès le dessert. C'est en ça qu'il est important d'avoir des… Et après, on a toujours des challenges. On a toujours des challenges bizarres. Je vois quelqu'un qui me pose des questions sur l'hypnose spirituelle aussi. Oui, on a des cas bizarres. On a des cas bizarres et on apprend. Et comme je vous dis, on va déborder le timing. Non, mais là. En hypnose spirituelle, on peut faire des choses assez fantastiques. Toi, je crois que tu as un certain Marcus. Moi, en fait, oui. C'est vraiment dans le domaine des vies antérieures, puisque là, c'est le cas. J'ai trouvé ça. Ça a marqué ma vie tout simplement, et ma vie de thérapeute, parce que donc on était. C'est ma première vraie séance, et j'étais avec David Quigley, celui qui habite le formateur à Santa Rosa, celui qui a inventé cette technique-là. Et puis, je fais la séance sur un ami à moi, collègue aussi. Et l'objectif de la séance, c'était, voilà, j'ai des rhumes, des fois j'ai le nez qui coule, je tousse, ça m'arrive toute l'année, ça, j'en veux plus. Ok, je veux avoir une détermination d'objectif claire. Bon, ok, on s'installe. On va chercher une vie antérieure, et là, on se retrouve au moment des gladiateurs. Bon, ok, on l'emmène à son dernier soupir. C'est quoi la croyance qu'il développe? Et c'était une croyance, il y a pas ça sert à rien d'être fort. Enfin bon, d'accord, ok, alors on va aller voir à quel moment il a installé ça. On va
au moment où il installait ça. Et il est en train de, il est dans l'arène, et j'en ai les frissons encore. Il est dans l'arène et il va mourir. Et là, le gladiateur ne veut pas le tuer. Il veut pas le tuer. Il dit non, 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 je te tuerai pas. Mais il dit à gladiateur, moi, c'est ou mort ou vivant. Mais c'est pas entre les deux. Et tu me lâches, je suis là, tu me tues. Et le gars qui me racontait ça, mon copain, il avait de la couleur. D'habitude, c'est plutôt quelqu'un d'impassible, quoi. Un bon digital qui a toujours la distance avec ce qu'il fait, qui réfléchit. Mais là, il était à fond dedans, quoi. Alors là, ça m'a fait quelque chose. Alors après, j'ai commencé à à faire chanter toute l'arène. Et puis bon, on a reconstitué la vie, une vie où, ben, au lieu de se laisser mourir, il enseignait, il encadrait toute son énergie. Enfin, on a refait la vie de Marcus, un Marcus exceptionnel, qui après était aux côtés de César avec une fin de vie extraordinaire. Euh, et moi j'étais dedans, j'étais dans les arènes. Hein. Et mon copain, là, qui était, lui, dans cette vie antérieure, mais c'est rentré dans chacune de ses cellules. Aujourd'hui, il a plus ses rhumes, il a plus, ça a changé. Vous savez, moi aussi, ça m'a changé une partie de ma vie, hein, de faire revivre ça. Moi, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire, avec un rapport terrible. Et il avait déjà essayé plein de thérapies avant, mais ça ne fonctionnait pas. Il a fallu aller sur cette thérapie, sur une régression en vie antérieure, où il y a 2000 ans, il avait installé quelque chose de particulier. Alors après, on est sur les présupposés de l'hypnose spirituelle. Hein. C'est vrai, c'est pas vrai, il y avait une vraie... Peu importe, c'est une métaphore, peu importe. Ce qui est important, enfin moi j'aime particulièrement ce type de thérapie, parce que là vraiment ça demande au thérapeute de l'inventivité, et là on est obligé d'être dedans parce qu'en fait on n'a pas de film, on a un film vierge qu'on est obligé de reconstituer, d'améliorer, si bien sûr c'est acheté. Et là vraiment on a quelque chose de consistant, et en fait c'est aussi quelque chose d'émotionnellement puissant, parce qu'on va faire développer l'émotion de tout ce qui se passe, dans un sens et dans l'autre aussi. Hein. On va le faire développer pour que ça rentre, pour que ça soit ancré à l'intérieur de la personne. Et voilà ce que j'ai. Il s'appelait Marcus, et ces sociétés se sont appelées Marcus, etc. c'est vrai qu'il y a des cas un peu compliqués des fois qui nous prennent la tête. Tu parles d'hypnose spirituelle, qui est un des outils que je pratique aussi. Il faut avoir beaucoup d'outils parce que sinon vous pouvez pas répondre. C'est compliqué de. Alors, je voudrais revenir sur une notion là que j'ai vu passer quand même. Après, je vous donnerai une anecdote aussi dans ce registre-là. J'ai vu passer la notion d'écologie. Alors, il faut se méfier avec la notion d'écologie, parce qu'elle est souvent mal comprise. Un des présupposés de base de l'hypnose, c'est que l'inconscient prend toujours la meilleure décision dans le champ des possibles qui est à sa disposition, dans les ressources qu'il a. Donc, notre travail comme thérapeute, c'est d'agrandir la carte du monde du client, d'agrandir le champ des possibles. Ça, c'est notre travail. La notion d'écologie n'a pas de raison d'être en hypnose, puisque on part du principe que l'inconscient prend toujours une décision écologique et que comme c'est pas nous qui apportons des ressources de l'extérieur, mais que c'est l'inconscient qui apporte des ressources de l'intérieur, c'est forcément écologique. Et ça, c'est un présupposé. Quand vous entendez parler d'écologie en hypnose, c'est qu'en réalité, ça vient de la PNL. C'est une transposition d'un concept PNL qui n'a pas lieu d'être en hypnose. En PNL, par contre, l'écologie est super importante, mais il faut bien la comprendre. L'écologie, le travail du thérapeute, c'est d'ouvrir le champ et de faire envisager toutes les solutions possibles au sujet. Si la décision qu'il va prendre, si le travail qu'il veut faire va détruire sa structure familiale, par exemple, c'est à nous de lui mettre un éclairage là-dessus et que lui pèse le pour et le contre. Mais la notion d'écologie ne nous appartient pas. Nous n'avons aucune décision à prendre en tant qu'accompagnant dans l'écologie du sujet. Nous avons à lui soumettre les conséquences et c'est lui qui juge si c'est écologique pour lui ou pas. Notre point de vue,
Si nous portons un point de vue sur l'écologie, de la décision qu'a pris le sujet, nous sommes dans un point de vue moral qui se réfère à notre structure de pensée à nous et pas à celle de notre sujet. Donc notre sujet, c'est lui qui doit décider si c'est écologique pour lui et on n'a pas notre mot à dire. Si ça nous heurte comme thérapeute, eh bien, on a un problème à régler avec nous. On peut se déclarer incompétent pour l'accompagner là-dessus, mais c'est sa décision. Si ça doit détruire sa structure familiale, c'est sa décision, c'est pas la mienne. J'ai pas mon point de vue à donner là-dessus. Si je me suis engagé à l'accompagner, je l'accompagnerai. Si je sens que, par contre, je ne veux pas l'accompagner là-dessus, je me déclarerai incompétent pour l'accompagner là-dessus. Mais je n'ai pas à donner mon point de vue sur l'écologie. L'écologie, c'est ce qui appartient purement, et c'est sacro-saint, sinon ça serait une prise de pouvoir que l'on ferait sur notre client. Et ça, nous ne devons pas être dans le pouvoir, à aucun moment. Nous ne devons être dans le pouvoir. Si je suis dans le pouvoir, c'est que j'ai quelque chose à me prouver à moi. C'est que c'est moi qui affirme mes convictions, mes croyances à moi, et que je ne suis pas avec mon client. Donc faites très bien attention à ça, c'est très important. Mais notre travail à nous, c'est de faire évaluer toutes les conséquences possibles à notre client. Et ça, c'est notre job, c'est notre boulot. Nous sommes des accompagnants. Des ouvreurs-dieux aussi, des fois. Et c'est ça que les recadrages utilisent. Ouais. Après, pour l'outil de spirituel, je me rappelle d'un cas assez particulier. Il y a des fois, j'en ai fait des centaines d'accompagnements spirituels. Toi aussi, d'ailleurs. On en a même fait ensemble. Je me rappelle d'un cas qu'on avait fait à tous les deux, parce que tu étais là et je t'avais convié à venir participer à ce cabinet avec moi. Le sujet était ravi d'avoir 2 thérapeutes pour lui. Et au final, bon, faut le dire, on se fait payer des séances assez chères quand même. On a des spécialités qui nous amènent à avoir un prix de consultation qui est un petit peu hors norme. Et à cette séance-là, je me souviens, on n'avait rien fait. On était là, et il faut le voir. Il y a des choses qu'on le voit, on le raconte, on va le raconter là, mais c'est difficile à comprendre. Je mets le sujet en transe par une technique d'hypnose spirituelle, une transe particulière donc. Et là, elle venait pour une libération, pour des techniques qu'on appelle libération. Alors, rappelez-vous, c'est toujours les histoires qu'on se raconte. Moi, je suis athée, je ne crois pas aux arrière-mondes. Mais si mon sujet y croit, moi j'y crois. Je suis avec lui, je l'accompagne. Mes croyances n'ont rien à voir là-dedans. Je suis juste un accompagnant. Et donc, on fait la séance à 2, induction. On respecte les présupposés de notre thérapie. Et puis là, elle nous avait dit qu'il y avait toute une famille à l'intérieur. Et là, la famille se met à se disputer entre eux. Et le sujet se transformait physiquement. Comme ça, hein, à la seconde. Ouais. C'était impressionnant parce qu'elle passait, il y avait une dispute entre le grand-père, le père et la mère. Et il y avait 2 enfants avec eux qui étaient décédés dans un accident de voiture en allant promener le grand-père. Et donc, il y a une grosse dispute entre les 3. Ça dure bien 10 minutes quand même à discuter. Et puis, instantanément, le visage se transformait. Elle parlait avec la voix du père, puis se transformait la voix de la mère, puis se transformait la voix du grand-père. Et le visage changeait au fur et à mesure. C'était on est habitué à ça. On a tellement fait que ça nous impressionne plus beaucoup. Mais c'était, je veux le dire, assez marrant quoi, à voir cette pièce de théâtre là qui se déroulait. Et au bout de 10 minutes, on a obtenu la libération. Ils se sont disputés. La mère est partie, avec les 2 enfants. Il est resté le père et le grand-père qui sont mis à se pleurer l'un sur l'autre après s'être criés pendant un moment dessus l'un sur l'autre. C'était assez mouvementé. Et transformationnel, beaucoup. On avait le physique qui changeait, la voix qui changeait, le discours, les mots qui étaient différents, les tonalités. C'était assez. Il y a des intrigues à démêler aussi. Hein. Il y a des intrigues à démêler, hein, parce que là, il y en avait une dame qui voulait pas partir parce que son mari était là, mais le mari voulait plus être avec elle. Donc, il a fallu négocier avec l'un puis avec l'autre pour qu'il y en ait un qui parte pour que l'autre s'en aille avec. Enfin, il y a de l'intrigue. C'est ça qui est fabuleux aussi, c'est que il y a de l'intrigue et c'est vraiment très intéressant. Et le fils qui disait au père, mais tu m'as jamais aimé. Et il a dit, mais si, mais j'ai pas su le montrer. Et c'était assez fantastique jusqu'à ce qu'ils se pleurent l'un sur l'autre, qu'ils se réconcilient puis qu'ils s'en aillent.
Il y a des grandes il y a des moments assez rigolos, des fois, il y a des anecdotes assez rigolotes. Dans la même séance, là, par exemple, je pose la question s'il y a encore quelqu'un à l'intérieur qui voudrait s'exprimer. Et puis là, j'ai une grosse voix qui sort et qui me dit, moi, je dis bonjour, moi je suis Philippe, et toi, comment tu t'appelles? Il dit, je suis le mal. Ah, oui, 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 oui. Mais vraiment, la dame, elle était allongée, elle se relevait comme ça, et puis elle regardait Philippe, alors un peu, enfin avec des yeux un peu bizarres, elle dit, je suis le mal. Plusieurs fois. Et Oui, parce que Philippe, je lui réponds, d'accord, moi je suis un garçon aussi, donc, non, mais ce qui m'intéresse, c'est ton nom. Oui, tu es un garçon. Et il m'a fait, je suis le mal. Ok, d'accord, j'ai compris. Tu es bien masculin, ça va, oui. Là, moi aussi. Mais ton nom, c'est quoi? Le mal. Ah, le mal. Ah oui, le mal. Ah oui, oui. Non, je le connais, c'est pas toi, laisse tomber. et là, terminé. Fini. Je m'appelle Antoine. Il y a des gags comme ça de temps en temps hein, qui sont assez. Après, il y a des trucs qui. Bon, ça, c'était pas une séance qui posait problème, c'était un peu du Non. quotidien quand même. Après, il y en a des plus difficiles. Des fois, il y a. Pour moi, le plus difficile, c'était une personne qui voulait faire une régression en vie antérieure. Et cette personne qui voulait faire une régression en vie antérieure, je crois qu'on déborde un peu là. Ouais, d'accord. Si vous êtes avec nous, on continue un petit peu. Voilà. Cette régression en vie antérieure, à ce moment-là, euh, des fois, ça se passe mal, on ne sait pas comment s'en sortir. Elle part et elle se transforme en petit lutin qui se roule dans l'herbe. Bon, c'est une métaphore, mais simplement, elle ne me permet pas d'aller sur quelque chose qui soit constructible par rapport à sa vie, qui puisse apporter quelque chose. Elle a même problème à vouloir traiter derrière. Et le petit lutin qui se roule dans l'herbe, c'est peut-être une belle ressource, mais je ne sais pas trop quoi en faire. Donc, je fais des techniques qui me permettent de changer d'existence ou de métaphore. Et puis, je l'amène. D'accord, on continue. Et puis, je l'amène au final en Atlantide avec des cristaux, des trucs, des machins. Pareil, une métaphore certainement très belle ressource, ou une vie, je ne sais pas, très belle ressource, mais qui avançait pas mon problème. J'ai galéré pendant plus de demi-heure à sauter d'existence antérieure en existence antérieure pour l'amener au final à quelque chose qui s'est passé plus dans le sud de la France avec des matériaux concrets à construire quelque chose qui puisse être une solution. Mais là, je dois avouer que pendant demi-heure, je ne savais plus comment le prendre. Mais on finit toujours par y arriver si on se donne de la créativité. Après, il y a des cas plus complexes. Tu te rappelles du loup-garou? Bon, bah, on peut dire que j'étais pas tout seul, quoi. On peut dire que j'étais pas tout seul. Ouais, moi je l'ai suivi pendant 3 séances derrière pour résoudre ça, ouais. C'était ouais, ça c'était en formation. En formation, je fais un tech hypnose et puis une personne vient me voir, personne très équilibrée et qui me dit super praticien, franchement super praticien, c'est ouais, quelqu'un de très très bien. Et qui vient me voir et qui me dit, tiens, moi, quand je rentre en transe, il y a des phénomènes particuliers. C'est un peu bizarre. Et effectivement, il commence à sa première transe à se taper la tête contre la chaise, à se mettre à quatre pattes et à taper la tête contre la chaise, ce qui a impressionné beaucoup les autres stagiaires. C'était compliqué pour les autres. Il n'y a rien de problématique là, mais c'était impressionnant pour les gens débutants. Donc, je me suis pas mal concentré sur lui. À la catalepsie du bras, pour lui, c'est devenu une catalepsie de la patte. Il hurlait comme un loup à la lune et il essayait de mordre son praticien. Bon, c'est des cas rares, hein. C'est très très rare que ça arrive. Oui. Sur les milliers de personnes qu'on a formées, c'est arrivé 1 ou 2 fois, c'est tout. Et donc, il essayait de mordre son praticien, mais on a quand même réussi. Je suis resté derrière, prêt à le ceinturer au cas où il se passe quelque chose. Et on a quand même réussi à faire cette
cette lévitation de la patte, qui est au 3e jour de notre formation, qui est la catalepsie du bras, qui est la lévitation du bras. Et le praticien a dû s'y reprendre 2 fois pour lui faire, mais a été très courageux, personne ne voulait travailler avec lui, vu les manifestations. Et après, moi, je ne faisais pas le praticien. C'était Franck qui faisait le praticien. Et donc, je préviens Franck le soir quand je le croise. Je lui dis, demain, tu prends le praticien, tu verras, tu as un truc super. Il se transforme en loup quand il est en transe. Et le lendemain, moi, je faisais une formation en PNL dans la salle à côté. Et donc, j'entends un moment un hurlement à la mort ou à la lune, je ne sais pas, terrible, d'un loup. Je me précipite dans la salle à côté et je vois Franck qui a pris la personne en démo et qui est en train de le dompter en démonstration. J'ouvre la porte, je vois Franck en train de gérer la chose, la séance là, et moi je lui fais « Ouais, génial !» Je passe ma tête dans la porte et je lui fais « Salut, ouais, génial !» Et hop, je me casse. Oui, oui. Et puis maintenant, elle a oublié de dire quelque chose. C'est la veille, on parlait du type de thérapie, des régressions, des libérations d'âme. Bon, on en a parlé quand même assez tardivement. Bon, ok, j'avais trouvé ça génial. J'avais vu des vidéos. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Oh, bah, ça va pas tarder. Hein. Donc, le lendemain, pour un travail simple, hein, je crois qu'on était sur le guide intérieur. C'est parti en cacahuète. Je dis, bon, ça faisait beaucoup de bruit. Il faisait beaucoup de bruit, le monsieur. Les auditeurs ont été aussi assez surpris. On ne s'attendait pas à ça. C'est arrivé comme ça. Et vous avez la version de Philippe, comme quoi on a une version différente. Moi, je vois la porte s'ouvrir. Je vois Philippe qui fait « Oh !» et il me fait « Super !» et il referme la porte. Je n'avais pas eu ce genre de cas, donc je me suis débrouillé comme ça. Tout s'est très bien passé, bien sûr. Hein. Mais des fois, on se retrouve dans des situations où il faut gérer ta personne, il faut gérer le public. Alors, quand tu as te gérer toi, ça t'oublie, hein, c'est même pas la peine. Hein. Donc, tu es en connexion avec les deux. Et puis déjà c'est bien suffisant. Le fait est que ce monsieur, c'était vraiment un traumatisme qu'il avait subi parce que Philippe, il y a eu quelque chose, il n'y avait pas de loup-garou à l'intérieur, hein, c'était la façon dont il l'exprimait. On a souvent ce genre de choses, comme ça ne veut pas passer par la thérapie classique. Je ne sais pour quelle raison, bien sûr, on ne sait pour quelle raison. Je me suis documenté là-dessus par la suite, parce que suite à ça, effectivement, j'ai suivi le sujet pendant 3 mois en cabinet, en espaçant mes séances pour avoir un temps de maturation. Et en cabinet, ce qui m'a posé le problème en cabinet, c'est que dès que je l'ai mis en transe en cabinet, le loup a ressurgi. Dès qu'il y avait transe, le loup apparaissait. Donc le loup et ce qui m'a été problématique la première séance, clairement, où j'ai mis 45 minutes à passer le loup. J'ai mis 45 minutes à trouver l'angle pour passer au-dessous du loup. Et là, après, bon, dans ce cas-là, il se trouve qu'on a fait un pass live, que c'était plus sa métaphore à lui, plus ce qui lui permettait de guérir. Donc, on a utilisé de l'hypnose spirituelle, on a fait un pass live, et on s'est aperçu qu'il se faisait payer d'existence en existence quelque chose qu'il avait commis. Alors, on a fait plusieurs séances. Hein. On est revenu à la racine. À la racine, il avait commis quelque chose qui jugeait compagnon du devoir. Il avait un peu âgé. Il avait tué quelqu'un. Un soir, il était sous. Et après, toutes les autres existences, c'était souffrance. Il se faisait punir ça. Et la dernière, c'était qu'il avait été une jeune fille qui avait été accusée du meurtre de son mari. C'était pas elle. Et déporté au bagne. Voilà. Et mort dans une énorme souffrance, une énorme haine, une boule émotionnelle colossale. Et c'était cette boule émotionnelle colossale qui se transformait en loup, qui s'exprimait de manière animale. Et c'était ça. On a résolu, on a désamorcé tout ça. Il a fallu quelques séances et puis on y est arrivé bien. Et là, c'est l'outil de spirituel qui m'a servi. Par contre, une autre fois, effectivement, c'est très rare, mais une autre fois, quelqu'un qui était en formation chez nous s'est transformé comme ça de manière animale et a essayé de mordre
l'enseignant. Non, essayer de manger l'enseignant. Dit comme ça, c'est bizarre, je sais. Mais c'est pas grave, il a canalisé, il a bien géré. Après, moi, j'ai pris en consultation la personne, parce que c'est des cas qui sont assez rares quand même. J'ai pris la consultation en personne, j'ai fait une séance et on a résolu en une séance, parce que je connaissais, j'avais l'expérience de l'outil. On n'a pas utilisé de spirituel du tout, mais pour vous expliquer la racine de cette chose-là, c'était une enfance terrible, dans laquelle la souffrance a été tellement énorme qu'elle s'est transformée en une boule de souffrance, une boule d'émotion terrible qui ne peut avoir d'expression qu'animale. Et donc, elle sort sur une expression animale. Mais tout ça, vous voyez les deux cas. Dans un cas, on utilise de l'hypnose relativement classique. Dans d'autres cas, on va utiliser une métaphore de vie intérieure ou des outils d'exploration de vie intérieure. Et pour autant, la racine de la chose dans les deux cas, c'est une boule émotionnelle colossale qui va s'exprimer et qui peut s'exprimer comme ça, non pas de manière humaine et traumatiquement humaine, mais au-delà de l'être humain, au-delà de nos ressources, au-delà de ce qu'on est capable de supporter. Il n'y a plus que ça qui existe et qui prend tout l'espace. Et on peut très bien travailler, mais ça se résout très, très, très bien quand on a les techniques pour le résoudre, évidemment. C'est toujours un problème de technique et de compétence du thérapeute. Mais la compétence, on ne l'a pas de manière innée, il faut l'acquérir. Non, puis aussi autorisé à repousser ses limites, des limites, parce qu'en fait, là, on est sur des métaphores, on est sur rentrer dans la carte du monde de la personne. Donc, il faut s'autoriser à pouvoir aller repousser les limites un petit peu plus. Hein. Allez, je vous prends encore une minute ou deux pour une anecdote, pour vous montrer comme quoi le fait d'avoir une connaissance large du champ hypnotique est vraiment important, ou du champ d'autres. Moi, je préfère la PNL qui va beaucoup plus loin, mais là, on parle plutôt d'hypnose. Un jour, j'ai une personne, j'étais à Paris, et qui a profité du fait que j'étais à Paris, qu'elle était de passage à Paris, qui est une psychonicienne qui travaille en Floride et qui vient souvent en France, et qui vient d'ailleurs se former chez nous parce que les formations sont moins chères chez nous qu'en Floride pour la même qualité. Ça me fait penser qu'il faudrait peut-être monter le prix de nos formations des fois, ça serait bien. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'elle vient consulter. Elle vient me consulter, on prend un rendez-vous, parce qu'elle a un problème. Elle s'est formée en hypnose en France, dans une très très bonne école en France, mais qui est ericksonienne, et purement ericksonienne. Or, l'ericksonien, c'est un outil fabuleux que j'adore, qui est peut-être ma forme d'hypnose principale, mais il faut du champ plus large, parce qu'il y a des choses que l'ericksonien ne comprend pas, ne peut pas traiter. Et si vous... Moi, quand j'ai été formé en ericksonien, et qu'il y avait des gens qui faisaient des petits gestes comme ça, là, tu vois, comme ça. Ouais. Et on me disait, c'est des signes de transe. C'est normal. Oui, c'est vrai, c'est normal, c'est des signes de transe. Or, quand on a un champ plus large, on sait que ce n'est pas des signes de transe, que c'est d'autres choses qui peuvent se manifester. Et il y a une façon de le traiter, de le prendre en considération. Donc, du coup, ce fille psyclinicienne qui travaille aux États-Unis, qui vient me voir et qui me dit, voilà, je me suis formé en hypnose il y a 4 ans, avec une très bonne école en France, et c'est vrai que c'est une très bonne école. Et le dernier jour, au cours d'une expérimentation qu'il faisait, en auto-hypnose notamment, elle a eu un flash, quelque chose qui l'a mis mal à l'aise, quelque chose qui s'est passé, elle ne comprend pas bien quoi. Elle en a parlé à l'école, j'ai dit, c'est rien, c'est une petite abréaction. Et puis là-dessus, elle a repris l'avion, elle est repartie. Et dans l'avion, elle a eu des grimaces qui se sont mis à se manifester. D'affreuses grimaces de la face qui se sont mis au début tous les quarts d'heure, et puis ça s'est accéléré. Elle est rentrée, elle n'a pas pu travailler parce qu'elle était tout le temps en train de grimacer, les tensions de la face énormes. Donc, elle est allée consulter un psychiatre qui ne connaissait pas du tout l'hypnose, donc il l'a envoyé sur un autre psychiatre, mais elle a eu rendez-vous que 2 mois après. Donc, toujours pas moyen de travailler dans l'état où elle était. L'autre psychiatre, quand elle est allée le consulter, il s'est adjoint des gestes des mains, un peu comme ça. Régulièrement, elle avait des gestes des mains qui faisaient comme ça, en plus des grimaces. L'autre psychiatre, quand il l'a eu, qui connaissait l'hypnose, donc... et de suite aller chercher une caméra pour la filmer. Et il a dit qu'il ne savait pas ce qu'elle avait, mais que c'était un cas d'école, que c'était intéressant, vachement rassurant pour le sujet quand même. Le sujet en panique, évidemment. Bon, finalement, elle a fini par aller en maison de repos pendant 2 mois. On lui a fait écrire des lettres, des choses comme ça. Donc, ça
assez bien marché. Ça a assez bien marché, ça a atténué, les gestes ont été bien restreints, les grimaces bien restreintes. Elle a pu reprendre son travail après. Et elle a traîné ça pendant 4 ans avec des grimaces et des rictus qui étaient quand même un peu présents. Elle vient me consulter. Bon. Voilà, elle me raconte son histoire, je vérifie quelques éléments. Elle est adventiste, pas pentecôtiste, ça c'est important quand même. Donc du coup, je vois certains membres de son entourage sont pentecôtistes. Ok, sa mère notamment. On discute, on fait une anamnèse un peu approfondie. Puis pendant qu'on discute, elle me dit, je veux surtout pas rentrer en transe. Elle avait peur par rapport à l'hypnose. Je dis, moi je fais pas d'hypnose, moi je fais que de la PNL, pas d'hypnose. Et donc, ce que je fais quelques mudras, des gestes particuliers. Et qu'est-ce qui se passe? Elle s'en rend pas compte du tout. Hein, je fais ça de manière très discrète. Et du coup, ces grimaces reviennent à la surface. Et les gestes commencent à se redéployer. Et donc, je dis, écoutez, moi, je fais pas d'hypnose. Je ne fais que de la PNL. Levez-vous, on va se mettre debout tous les deux, côte à côte, face à face, à 2-3 quarts. On va discuter, tout en discutant. Et tout en discutant, j'utilise des techniques conversationnelles d'hypnose spirituelle. Et je finis par, un coup c'est elle qui parle, et un coup c'est en 20 minutes. Hein. Un coup c'est elle qui parle, un coup c'est une autre personne qui parle à travers sa bouche. Je finis par avoir le prénom de la personne, je finis par discuter un coup avec elle. Elle, affolée, parce que qui c'est qui parle à moi? Qu'est-ce que c'est? Alors j'équilibre, je rassure en même temps, j'amène. Je fais une technique qu'on appelle une libération à travers ça, tout en conversationnel comme ça, debout, sans hypnose. Enfin, sans hypnose en théorie. Hein. D'accord là-dessus. Et la personne est libérée, se sent beaucoup mieux. On discute après, on revoit après, on en discute. En un peu moins d'1 heure, hein, c'était réglé. C'était quelque chose qu'elle traînait depuis 4 ans, qui l'handicapait depuis 4 ans. Parce que manque de champ d'ouverture dans les outils d'hypnose. Si on connaît que l'éricksonien, on va pouvoir traiter certaines choses, mais s'il se passe des choses dans le champ hypnotique et qu'on n'a pas les outils pour les connaître, on ne peut pas y aller. Donc du coup, c'est un ensemble. Il y a des choses qu'on pourra traiter en hyper-impéria, où ça sera plus adapté, avec des personnes où on ne pourra pas utiliser d'autres focus de trans. Le champ hypnotique, il est très large, et c'est important d'avoir beaucoup d'outils dans ce champ pour pouvoir répondre à ce qui se passe vraiment dans le sujet, pas laisser un sujet dans la nature en disant c'est une abréaction, c'est dommage. Alors qu'elle traîne ça pendant des années, alors que c'est tout à fait gérable. C'est juste un problème de connaissance. Et la connaissance, elle n'a pas de limite. Comme on le disait l'autre jour, aujourd'hui, on parcourt la planète pour acquérir de la compétence et de la connaissance. On va se former auprès de spécialistes dans divers domaines, aux 4 coins de la planète. Et c'est vrai, on a mis un pied dans un métier qui n'a pas de limite. Qui n'a pas de limite dans la beauté de l'esprit humain, dans la compréhension de l'esprit humain, dans ce qu'on peut apporter à l'esprit humain, dans l'aide qu'on peut apporter. Voilà. Et je crois qu'on a largement débordé là, très largement débordé. Ouais, mais beaucoup de gens sont restés avec nous, hein, la grande majorité en fait. La grande majorité. C'est vrai que c'était important de parler tout ça. En fait, là, on est sur vraiment la capacité du thérapeute à se dépasser, enfin, à aller plus loin pour aller à la rencontre de son client. On en est là. Hein. C'est le principe de la formation. Le lien qu'on a avec son client et nos outils ne sont que des techniques qui nous aident à avancer pour le bénéfice de notre client. Toujours. On va vous laisser, je pense, parce que là, on a vraiment explosé. Je crois que c'est la fois où on a le plus explosé la chose. C'est mon chat qui miaule, oui. Oui. Pas trop sécurité pour l'enlever, mais il miaule. Il veut sortir. Il veut sortir de la pièce. Voilà, on va vous laisser. Et n'oubliez pas, je vais essayer de retirer ce qu'il y a. Demain, c'est speed hypnose. Jeudi, c'est coaching. Vendredi, je vais vous parler de spirale dynamique. J'espère qu'on vous a pas trop effrayé avec nos anecdotes aujourd'hui. On ne viendra vous chercher que sur les outils que vous connaissez. Tout à fait, oui. Voilà, là, la plupart du temps, quoi.
C'était important de dire pour que ça effraie tout le monde. Non, on a des cas particuliers parce qu'on prend des cas particuliers aussi. Hein. Ah oui, on arrive en bout de chaîne. Oui, on arrive un peu en bout de chaîne. Ouais. Tu as donné les cafés là ou pas? Ah oui, je les ai donnés. Donc jusqu'à vendredi, spirale dynamique. Et dimanche, je ne sais pas, on va vous faire un truc à plusieurs pour vous souhaiter une bonne reprise pour ceux qui ont la reprise. Et puis on va peut-être vous annoncer des bonnes surprises. Le titre du jour, Philippe? Ah, le titane, je ne le sais pas. C'est une bonne question. Le titane du jour. Le titane du jour, autobiographie de Leslie Cameron Bandler. Oui, la version fleurie. La version fleurie. Moins strong. Voilà. Mais j'espère que ça vous a plu. Si oui, partagez, dites-le, mettez-nous des cœurs, des pouces, des machins, des trucs. Et voilà, et je vous souhaite à demain. Amusez-vous bien. Synapsez-vous.